Cette soirée marque donc le 19e anniversaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, attentat qui avait évidemment profondément marqué les esprits à l'époque et qui continue d'avoir aujourd'hui encore un retentissement. Il y aura demain d'ailleurs des cérémonies officielles auxquelles participeront le président de l'État d'Israël et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et on va en profiter, nous, ce soir, pour s'interroger justement sur cette violence utilisée à des fins politiques. Est-ce que ce climat qui régnait en Israël, par exemple, à l'époque de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, eh bien, pourrait de nouveau s'installer en Israël. D'autres exemples existent évidemment à travers le monde d'assassinats et à des fins politiques. Le terrorisme en est aussi une illustration. On va en parler avec vous, messieurs. Bonsoir Shraga Bloom. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant et notamment sur le site lepetithebdo.net. Bonsoir à vous Eliezer Ben Raphaël. Vous êtes sociologue. La violence en politique, c'était aussi le thème évidemment de la question qui vous était posée via notre site internet i24news.tv. Leslie Rezoug, bonsoir, on voit avec vous quelles sont les réponses. Bonsoir Jean-Charles. Alors qu'Israël commémore les 19 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin par un extrémiste israélien, l'action violente reste toujours aujourd'hui un moyen privilégié utilisé par certains groupes ou mouvements afin de servir un propos politique ou une vision idéologique. De la révolution au coup d'État en passant par le terrorisme, l'action violente outrepasse bien souvent le cadre de la légalité et c'est donc la question que nous avons posée aujourd'hui à nos internautes. La violence doit-elle être utilisée à des fins politiques? Alors regardons ensemble tout de suite les résultats de notre sondage. Résultats sans appel, comme vous le voyez, 79% de non pour seulement 17% de oui. Vous le voyez, des résultats très tranchés avec une majorité de non, car nos internautes sont nombreux à estimer que la violence ne peut pas servir un propos, même légitime. L'action politique doit toujours être en accord avec la loi et la justice. Étienne Djamba Okoko nous écrit notamment que non, ce n'est pas à encourager. D'ailleurs, il faut condamner toutes sortes de violences utilisées comme moyen de revendication de quoi que ce soit. Pour ces internautes, il est donc impossible de reconnaître ces mouvements lorsque leur combat est entaché par la violence de leurs actions. Bob Dana nous explique également que toute violence, quelle qu'elle soit, est inexcusable et les plus violents ne sont d'ailleurs pas ceux qui obtiennent les meilleurs résultats. Malgré tout, comme je vous le disais, une minorité de nos votants fait valoir que la violence est parfois le seul moyen de se faire entendre, notamment quand la société refuse de reconnaître ces groupes. Pour Benoît Dumoux, comme vous le voyez sur l'écran, eh bien, la violence doit être utilisée en politique pour défendre les libertés individuelles et la démocratie contre des tendances autoritaires, voire totalitaire. Enfin, Charlotte Guéquier conclut nos témoignages en affirmant que lorsque les droits les plus élémentaires de certaines communautés ou peuples sont bafoués, seule la violence permet parfois de se faire entendre. Voilà donc Jean-Charles pour les avis de nos internautes ce soir. Je vous laisse en débattre avec vos invités sur le plateau. Et puis je vous rappelle que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter. Et puis n'oubliez pas de voter sur notre page internet www.i24news.tv. Merci Leslie Rezoug. Alors c'est un débat évidemment qui touche même à la philosophie, cette utilisation de la violence en politique, mais on va quand même revenir au contexte de ce débat, c'est-à-dire l'assassinat d'Yitzhak Rabin qui avait évidemment choqué à l'époque. Est-ce que, Shraga Bloom, vous estimez que ce climat qui régnait en Israël a disparu aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait au contraire vivre de nouveau des périodes empreintes d'une telle violence politique qui avait conduit à ce geste terrible? Écoutez, Jean-Charles, je ne pense pas que le risque zéro existe. Cependant, il y a une manière peut-être de voir si le climat a changé ou si en tout cas les dispositions ont changé. C'est ce qui s'est passé exactement 10 ans après l'assassinat de Rabin. Il y a eu un énorme séisme en Israël qui était le désengagement de Gaza, qui a provoqué énormément d'opposition. Et pourtant, ce désengagement s'est fait pratiquement sans violence physique. C'est-à-dire on aurait pu craindre à l'époque aussi que des personnes tentent d'assassiner Sharon, surtout qu'il avait tourné le dos à son électorat, donc c'était quelque chose de très grave. Et pourtant, il y a eu des prières, il y a eu des manifestations, il y a eu des tentatives politiques à la Knesset. Et donc on peut dire que 10 ans après, peut-être la leçon a été retenue, puisque pour un séisme qui était vraiment d'importance au niveau de la nation, il n'y a pas eu de tentative d'attentat ou en tout cas de violence physique à signaler. Eliezer Ben Raphaël. Je suis d'accord que l'assassinat de Rabin a été un choc traumatique,
et qu'il a créé en Israël une atmosphère particulière. Mais d'autre part, il y a quand même certaines circonstances qui existaient à l'époque et qui expliquaient à l'époque le fait qu'il y a quelqu'un qui est passé à la violence dans ce cas-là. Certaines de ces circonstances n'ont pas disparu. N'ont pas disparu, par exemple, l'attitude quasi mystique de certains milieux vis-à-vis de la chose publique, vis-à-vis de la chose politique. Et il peut toujours y avoir, dans des conditions pareilles, quelqu'un qui sent que la foi, au nom de la foi, que Dieu est avec lui, que la vérité est avec lui, etc., et qui ose faire une action pareille, même lorsqu'il sait que d'autre part, la société, pour un temps en tout cas, va le condamner. Et je dirais que la probabilité qu'une telle chose se passe a faibli par rapport aux années précédentes. Seulement, je ne dirais pas que nous sommes en situation de risque zéro. C'est vrai qu'ici, oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Je dirais que le risque zéro donc n'existe pas, mais moi je ne serais pas non plus favorable à stigmatiser uniquement une partie de la population, une partie des opinions politiques. Vous parlez des religieux, des mystiques. Je crois que les tentations de violence, même verbale, existent dans tous les camps, hein, même à gauche aussi. Donc je veux dire, je voudrais rester dans un contexte plus général, de dire que d'abord, les enseignements de l'assassinat de Rabin ont été pris au niveau des renseignements généraux, j'imagine, de la police, des dispositions envers les hommes politiques. On l'a vu aussi maintenant avec ce qui s'est passé il y a quelques jours, que certains hommes politiques maintenant vont bénéficier d'une protection rapprochée. Donc c'est sûr, je suis d'accord avec vous que le risque zéro n'existe pas. Les tentations au niveau individuel peuvent exister, mais je crois que au niveau de l'État, l'État prend les choses beaucoup plus au sérieux maintenant, je crois. Alors la question est de savoir aussi si finalement la politique elle-même, le débat politique génère ce type de comportement. Est-ce que vous avez l'impression parfois que justement des débats politiques qui peuvent devenir ou s'enflammer, que ce soit au Parlement ou dans des débats sur d'autres terrains, peuvent amener finalement à cette violence, ou est-ce qu'au contraire c'est la violence qui vient s'inviter dans le débat politique? C'est très important cette question, parce que je crois que Israël connaît depuis un certain nombre d'années un discours politique, public, où l'élément pouvoir, force, capacité de détruire l'autre, l'ennemi, cette attitude, ce positionnement qui donne l'importance au pouvoir, à la force. Nous sommes le pays le plus fort, nous avons l'armée la plus forte, notre sécurité dépend avant tout de notre force. Tout ce discours qui n'est pas mitigé par un accent mis sur d'autres aspects, comme le dialogue, l'éducation, les horizons positifs, toute cette atmosphère, il y a en elle un élément qui prédispose à légitimer cette façon de voir les choses. Je ne dis pas que par là on incite des gens à tuer leur prochain, à s'attaquer physiquement à des leaders, mais je dis que c'est une atmosphère qui s'exprime à beaucoup de niveaux de la vie sociale. J'irais même plus jusqu'au nombre incroyable d'accidents de voiture, la conduite des Israéliens sur la route, la façon, le style que l'on utilise dans la vie. Dans le match de football hier soir aussi, cette violence aussi. Voilà, dans le match de football. Cette façon de voir, on va casser l'autre, c'est quelque chose qui n'est pas reçu avec des chocs
C'est un discours qui passe. Partagez ce sentiment ou pas? Bon, en Israël, la société est très tendue pour diverses raisons, pour des raisons économiques, sociales. Bon, un environnement militaires. géopolitique aussi. Bien sûr, ça influe beaucoup sur les gens. Et vous parlez de l'exemple de la route. C'est vrai qu'on a l'occasion souvent de s'énerver sur la route. Maintenant, vous parlez d'éducation. Moi, je ne pense pas que l'éducation en Israël ne soit pas tournée vers le dialogue. Au contraire, moi, je crois que les ministres de l'éducation successifs ont mis beaucoup l'accent aussi sur le respect de l'autre, sur la démocratie. Moi, je ne vois pas en Israël l'éducation à la force, l'apologie de la puissance, etc. Malheureusement, Israël est obligé de vivre sur sa force armée aussi, et donc ça crée certains réflexes psychologiques. Mais sur le terrain, je vois par exemple, je vous donne un exemple très simple qui vient de mon expérience personnelle, c'est que le supermarché dans lequel je vais faire les courses, là où j'habite, est très fréquenté par les clients arabes de la région. Et ça se passe très bien. Ça veut dire que même quand il y a des événements tragiques, des attentats, le jour même, eh bien, les rapports se font tout à fait normalement. Donc, je veux dire, parfois, on a aussi tendance à monter en épingle les épisodes de violence verbale ou physique, alors que sur le terrain, peut-être, les choses vont pas si mal qu'on l'imagine. Ouais, c'est possible. J'espère que vous avez raison. Je le vis. Mais je vois dans les journaux des incidents extraordinaires, pas fréquents, mais quand ils arrivent, ils laissent réfléchir. Mais souvent générés par l'idée politique, parce que ce qu'on a vu hier, par exemple, ces deux clubs de football, finalement, on pourrait dire, il n'y a pas de... Mais là, on a une rivalité politique entre ces deux clubs qui fait que ça peut dégénérer sur le terrain. Il y a des tendances politiques, des saveurs, des couleurs politiques là derrière. Qui datent d'avant l'État encore. Ouais, mais quand les parents arrivent en classe et attaquent un prof parce qu'il a donné une mauvaise note à son élève, à leur enfant, vous voyez, c'est déjà au-delà du politique. C'est déjà une façon de vivre. C'est déjà une façon de vivre de certains milieux, de certains individus, mais qui doit allumer une lueur rouge. Bon, on ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire en tout cas qu'Israël fait partie ou fait un bande à part dans ce domaine-là. Est-ce que c'est un phénomène qu'on retrouve évidemment aussi dans d'autres démocraties, pas seulement ici? Cette violence en politique, elle peut s'exprimer partout ailleurs aussi. Bon, il y a violence et violence. Violence verbale, par exemple. Si vous allumez la chaîne de la Knesset, vous voyez les débats à la Knesset, c'est pas les débats du Bundestag, ni même les débats au Parlement, au Palais Bourbon en France. Les enjeux sont très importants, sont parfois vitaux, et on assiste parfois à des joutes verbales qui sont... Alors parfois on peut se dire au contraire en criant, on se tapera pas dessus. C'est ce qui arrive en fait quand on voit des automobilistes qui s'engueulent, pour parler comme ça. Peut-être qu'il y a moins de risques qui se frappent, et effectivement c'est le cas. Mais c'est vrai que d'un côté on n'est pas une société non plus, on vit pas en vase clos, on est aussi influencé par ce qui se passe à l'extérieur, et on a aussi nos phénomènes de violence qui existent, quoi. Les violences dans les stades, ça existe en Angleterre, ça existe en Italie, ça existe dans d'autres pays. Hein. Ouais. Mais là, on l'a vu hier, en tout cas, c'était assez spectaculaire. Hein. C'est pas des scènes qu'on voit partout. C'est assez rare pour avoir été tellement médiatisé. Et ça a fait le tour. Même au tribunal, d'ailleurs. Même ce matin au tribunal, pour ceux qui avaient été arrêtés. Donc ça a continué aujourd'hui. Moi, je veux simplement dire que ça ferait de mal à personne si les débats à la Knesset étaient un peu plus paisibles, même sur des questions importantes et vitales. Tout à fait. Parce que c'est ces façons de se conduire des élus et quelque chose aussi sur la population. de déplorable. De ce point de vue-là, je crois qu'Israël ne se classe pas dans le peloton de tête du point de vue de la culture politique. On a vu des parlements aussi où c'est les pugilats. Hein. Mais c'est vrai que l'exemple des politiques est très important pour la population elle-même. Donc, si on revient, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais si on revient à l'époque, donc au contexte de 94, lorsqu'il y a eu lieu cet attentat contre Yitzhak Rabin, 95, pardon, est-ce que à l'époque, avant que ça arrive, on sentait arriver ce genre de choses, ou est-ce que ça a été quelque chose qui a vraiment surpris Écoutez, à partir du moment où on fait une grande manifestation où participent des dizaines de milliers de personnes, qu'on met en effigie le chef du gouvernement habillé en officier de Gestapo, et que au balcon, les leaders qui ont appelé à cette manifestation n'arrêtent pas immédiatement ce genre de manifestation. Or, vous comprenez qu'il y a ici quelque chose
qui était dégradé a priori. Et cette possibilité de dégradation, elle est toujours là potentiellement. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Donc il faut être sur ses gardes. C'est votre avis en une minute là? Oui, parce que ce que je voudrais dire, c'est que de manière générale, je suis totalement opposé à l'utilisation de symboles ou de paroles nazies pour le débat public israélien. J'aimerais vivre encore quand les archives de l'assassinat de Rabin seront ouvertes, parce que ces affiches-là, d'après certaines sources, ce seraient les services de renseignement et pas qu'ils auraient mis. Enfin bon. On les a vus dans des manifestations à plusieurs reprises, ça n'a pas été qu'une fois. Ça ne change rien. Si, À parce que partir ça du veut moment dire que qu'elles c'était une sont provocation. là... Ah, bien sûr, elles n'auraient pas dû être là, bien sûr. Non, à partir du moment où elles sont là, les leaders auraient dû se conduire en conséquence. Le fait même qu'elles soient là. Voilà, et donc il faut être sur ses gardes, même 19 ans après, car évidemment, personne n'est à l'abri de telles répétitions. Merci Shraga Blum, merci à vous Eliezer Ben Raphaël. Dans un instant, nous recevrons le ministre d'un État qui cherche à être reconnu par la communauté internationale. Ça peut rappeler d'autres situations qu'on connaît ici. Le ministre de Chypre du Nord, la partie turque de l'île chypriote. Restez avec nous dans un instant.